Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parti pour le deuxième épisode du cycle de webinaires gratuits organisé par mon réseau Top Office. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les bases d'un site web efficace commercialement. Alors, pour rappel, en préambule, c'est un webinaire qui va s'adresser plus particulièrement aux entreprises de petite et moyenne taille, les artisans, les commerçants, les sociétés de services, et globalement toutes les entreprises qui ciblent une clientèle de particuliers sur une zone de chalandise et qui souhaitent utiliser leur site web vitrine. On n'est pas ici dans le cadre d'un site de e-commerce, donc un site web vitrine pour développer du business. Donc moi je me présente, je suis Sébastien Bouet, je travaille à Lille, je suis consultant en communication digitale et j'interviens à ce titre pour Top Office dans le cadre de ce webinaire. On a un programme chargé qui va nous prendre à peu près entre 45 et 55 minutes de présentation. Donc j'attaque tout de suite. On va commencer par quelques chiffres en fait, bien comprendre quel peut être le rôle d'un site web vitrine lorsque l'on ne vend pas en ligne. Aujourd'hui, un chiffre, principalement pour situer l'importance d'une présence sur Internet, c'est que 8 consommateurs sur 10 vont s'informer préalablement sur Internet avant d'acheter dans un magasin physique. On voit bien ici l'importance du média Internet, même lorsqu'on ne possède pas un site de e-commerce. Il est nécessaire d'être présent en ligne pour répondre aux interrogations de ces internautes. Voilà. Sachez également, puisqu'on parle de référencement la plupart du temps, c'est qu'un internaute sur deux, lorsqu'il débute sa recherche en ligne, n'a aucune idée de l'entreprise ou de la boutique qu'il recherche. Voilà. Il est en train de faire une recherche à partir d'un besoin, plutôt vague en général, d'un objet, d'une marque. Il ne sait pas où il va la trouver. Voilà. Votre présence en ligne, aujourd'hui, c'est une question de mots-clés, quand on est restaurateur ou auto-école. Comment on fait pour être présent lors d'une recherche sur Internet? Tout simplement en soignant les mots-clés. Voilà comment ça se présente aujourd'hui. L'internaute va aller sur Google, principalement. C'est quand même de loin le moteur de recherche le plus utilisé en France, de l'ordre de plus de 90% des recherches. L'internaute va aller saisir sa question avec une série de mots-clés, parfois avec des fautes dans les mots, sur Google, et il va obtenir un certain nombre de résultats. Voilà. Donc vous voyez ici par exemple sur la requête assurance moto Auxerre, le type de résultat que l'on peut obtenir. Premier point très important, bien comprendre la différence entre un référencement payant et un référencement naturel. Sur les mots-clés assurance moto Auxerre, la recherche va nous afficher en haut de page des annonceurs qui ont payé. Donc on retrouve ici la petite annonce des annonceurs qui ont payé pour être vus, les premiers. Donc ils se soucient peu de référencement naturel, ils ont décidé d'investir pour être vus, et donc à chaque fois que vous cliquerez sur un des liens qui est là, eh bien l'annonceur sera débité d'un montant qu'il aura déterminé préalablement. On retrouve en deuxième plan sur la page de résultats de recherche toute la partie géolocalisation. On va en parler beaucoup aujourd'hui. L'idée en fait c'est que quand on est une boutique, quand on a une activité localisée, Google nous propose aujourd'hui des recherches vraiment géolocalisées, vraiment adaptées. Je la refais. Donc ici on est sur la deuxième tranche de résultats de recherche. On parle de géolocalisation, c'est le travail de Google My Business. On verra tout à l'heure comment paramétrer votre compte pour pouvoir mettre en place Google My Business, mais l'idée c'est bien de fournir aux internautes, c'est Google qui la met en place ça, de fournir aux internautes des résultats qui sont géolocalisés par rapport à son domicile ou par rapport à son adresse IP. Voilà. Et le troisième point, donc en dernier point dans les résultats, après le référencement payant, après le référencement géolocalisé, on parle de référencement naturel. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez probablement une possibilité principale pour être en haut de page, c'est de bien travailler toute cette partie ici avec Google My Business en mettant en place des informations géolocalisées sur votre activité, ou effectivement être en haut de page, donc ce qu'on voyait tout à l'heure ici, être en haut de page au niveau du référencement payant. Voilà. Donc en fait aujourd'hui l'internaute il va mettre en place un certain nombre de recherches, et vous, votre travail ça va être d'assurer une présence en ligne en face de ces différents types de recherches. Donc je recherche
des mots-clés. Eh bien, votre site doit contenir ces mots-clés pour apparaître dans les résultats liés à cette recherche. Je recherche des idées, donc des exemples qui me parlent. On peut prendre un exemple de déco. Quelles sont les tendances déco salle de bain en 2018? Ça peut être une requête faite quotidiennement sur les moteurs de recherche. Eh bien, votre site, de ce côté-là, pourra proposer des galeries de photos, des cas pratiques, des exemples, ou des articles de blog qui vont parler de ces tendances. Voilà. L'idée, je résume bien sur cette page-là, c'est d'essayer de mettre en face des approches de l'internaute ce que vous allez lui proposer. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se contentent de travailler ce premier point, apparaître dans les résultats des moteurs de recherche par rapport à des mots-clés. Or, en fait, l'Internet peut entrer chez vous par plein de façons, plein de méthodes différentes. Il peut chercher par exemple des informations précises, des tutoriels, comment est-ce que l'on fait ceci. Eh bien, en fait, sur votre site, vous pouvez développer cette partie tutoriel. Aujourd'hui, pourquoi des entreprises de grande distribution vont mettre en place des tutoriels de fabrication, des tutoriels de construction? Quel est leur intérêt? Puisque eux-mêmes ne proposent pas tout ça, ou en tout cas proposent des artisans qui le font. Eh bien, leur intérêt, et il est purement organisé autour du référencement. Mon intérêt, c'est de proposer une réponse à ce type de questions-là. Et en fait, lorsque l'internaute qui recherche un tutoriel va arriver sur ma page tutoriel, j'ai de fortes chances pour qu'il progresse dans mon site ensuite, un peu comme un cheval de Troie. Il est entré par le tutoriel, et bien maintenant, je vais lui faire découvrir ma gamme de produits, ma gamme de services. Voilà. Ce que fait l'Internet, il fait aussi des demandes de prix. Aujourd'hui, il faut aller très vite, il faut être capable de répondre. Eh bien, votre site doit permettre cela, permettre une demande de tarif ou de devis en ligne, et bien entendu, vous devez être opérationnel pour répondre rapidement à ces demandes. Et dernier point, de plus en plus important aujourd'hui, en 2018, c'est consulter les avis d'autres internautes. Donc, me faire une opinion en lisant l'expérience d'autres acheteurs. Voilà. Donc, vous devez être capable, vous ne pouvez pas les contrôler, ces avis. Heureusement, aujourd'hui, la loi permet de faire en sorte que les avis soient de plus en plus honnêtes, mais vous pouvez interagir avec les avis, vous pouvez répondre, vous pouvez favoriser des avis positifs. Chaque fois qu'un client est satisfait en boutique, et bien lui proposer d'aller mettre un avis positif sur votre site, un avis positif sur TripAdvisor ou sur un autre moteur d'avis. Voilà. Donc, essayez de penser, pour résumer sur cette page, essayez de penser qu'un Internet ne va pas entrer sur votre site toujours par la même porte, toujours par la page d'accueil, toujours par le même type de questions. Pas du tout. En fait, l'Internet il fonctionne comme son mode de pensée. Les modes de pensée sont multiples. Donc aujourd'hui, vous devez essayer d'imaginer, faire un profiling de tous les sujets qui sont liés à votre activité et essayer de développer tout ça. Voilà. Alors, quel est l'écosystème de base? Donc un écosystème, c'est qu'est-ce qu'on met autour de votre site internet? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va fonctionner? D'abord, il vous faut un site étoffé. Étoffé, ça veut dire avec beaucoup de pages. Aujourd'hui, il existe par exemple une mode purement visuelle de créer des sites monopages. Ce sont des sites qui sont jolis avec un scroll tout au long de une seule page et sur laquelle on scrolle très longtemps. Ces sites sont jolis mais sont particulièrement moins bien référencés par Google. Il faut beaucoup de contenu et il faut que ce contenu soit mis à jour régulièrement. Il faut aussi travailler, et j'insisterai beaucoup dans cette présentation, sur la notion de landing page de transformation. Une landing page, on le verra, c'est la page d'atterrissage. C'est la page par laquelle va entrer l'internaute sur votre site. Et contrairement à ce que l'on peut croire, dans plus de 50% des cas, l'internaute arrivera sur votre site par une autre page que la page d'accueil. Voilà. Et l'écosystème de base aussi, donc l'équipement de base, c'est de développer des call to action, c'est-à-dire des boutons, des incitations à l'action. Vous allez mettre en place un site internet, peut-être investir un peu d'argent dessus pour qu'il soit efficace. Et comment on va mesurer cette efficacité? Tout simplement en transformant. Aujourd'hui, si vous êtes dans une boutique, votre notion de transformation, c'est quand une personne franchit le seuil de ma porte. Ma transformation, c'est à quel moment est-ce qu'elle va ouvrir son carnet de chèques ou son portefeuille pour acheter quelque chose. Et bien, sur le site internet, puisqu'on n'est pas dans du e-commerce, on doit quand même mettre en place des call to action. Un bouton vers un formulaire, un bouton vers une inscription de newsletter, un bouton vers une demande de devis. Voilà. Un site efficace, il comporte tout ça, c'est-à-dire beaucoup de contenu, des mises à jour régulières, des pages travaillées par rapport à des secteurs, des pages d'atterrissage sur des pages produits, des pages services, et autour de ça, des boutons d'action. Alors, quels sont les compléments de votre site sur lesquels vous allez pouvoir travailler? On l'a vu tout à l'heure, Google AdWords ici, qui est l'outil qui permet de faire du référencement payant. Donc ça vous assurera
moyennant finance, bien entendu, ça vous assurera d'être présent en haut de page sur les requêtes. Vous pouvez aussi travailler des annuaires, la présence dans les annuaires qui vont vous référencer et être, eux, sur Internet, des supports complémentaires pour votre site. Et puis vous allez pouvoir développer, par exemple, des newsletters, des emailing qui vont inciter régulièrement les gens que vous avez en fichier à retourner sur votre site, voir le contenu. Donc tout ça, ça crée également, évidemment, un trafic. Alors là, on vient de voir une petite vue globale des enjeux d'un site internet. On va essayer d'entrer dans le détail. Tout d'abord, bien comprendre pourquoi je vous parle d'efficacité. Je vous parle d'efficacité parce qu'aujourd'hui sur internet on peut tout mesurer. Donc on appelle ça des analytics, ce sont des chiffres qui vont vous permettre de comprendre les enjeux de ce site internet. Vous avez un outil qui est essentiel, qui est gratuit. Je vous rappelle qu'il y a une petite dizaine d'années, ce type d'outil coûtait assez cher au e-commerce. Google Analytics, c'est une solution intéressante, vraiment pour le type d'entreprise qu'on cible aujourd'hui sur ce webinaire. Des entreprises qui ne font pas de e-commerce, qui ont une activité, on va dire, sur une zone de chalandise et qui souhaitent juste investir modérément sur leur site internet. Donc Google Analytics, c'est un outil gratuit qui va vous permettre de mesurer un certain nombre de choses plutôt utiles. Voilà. Vous allez mesurer l'audience, vous allez pouvoir mesurer le comportement et l'acquisition. Alors, quelques petites nuances, l'audience c'est combien de personnes sont venues vous voir, combien sont revenues, c'était déjà là, quelle a été leur action sur votre site. Ça c'est plutôt le comportement. Donc est-ce qu'ils ont fouillé plusieurs pages, est-ce qu'ils sont partis après 10 secondes passées sur la page d'accueil. Donc le comportement, c'est aussi un élément qui est important à observer. Et puis l'acquisition, c'est de où viennent les personnes qui sont arrivées sur mon site. Toujours utile, hein. Google Analytics va pouvoir vous dire si, par exemple, vous avez des personnes qui viennent essentiellement depuis une recherche sur Google, ou est-ce qu'elles viennent depuis un site qui vous a recommandé, par exemple un blog sur lequel on a publié un article avec le lien vers votre site. Ça vous permet de voir de où viennent vos visiteurs. Voilà. Donc ici vous avez un exemple de tableau, hein, les chiffres d'audience, on en a parlé, sur un des sites que j'anime par ailleurs. On voit très vite en fait quelques éléments importants. Mon analytics me permet ici de regarder sur une période de février à mai 2018 le nombre de sessions, le nombre d'utilisateurs et le nombre de pages vues. Ce sont des éléments qui sont assez importants pour moi. Je me rends compte assez globalement qu'un visiteur va aller jeter un œil à 3 pages en moyenne, un peu plus de 3 pages. Il va passer un peu plus d'1 minute sur mon site. Ce sont des éléments qui sont importants pour moi parce que j'aime bien attirer des gens vers un site internet, mais évidemment je dois les retenir le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils appuient sur le bouton d'action. Voilà. La notion de taux de rebond aussi, je m'y arrête quelques secondes, si vous voulez bien y prêter attention. Le taux de rebond, c'est en fait, le rebond c'est quand une personne arrive sur votre site et qu'elle repart sans avoir effectué aucune action. Donc globalement on essaye d'avoir un taux de rebond le plus bas possible. Ici sur ce site on a un peu plus d'un visiteur sur deux qui va continuer la visite et les autres s'en vont. Donc il y a probablement un petit travail à faire pour essayer d'optimiser ce taux de rebond. Ce sont des choses qui sont de l'ordre vraiment de l'analyse, hein, comment je fais pour que ma page d'accueil retienne les gens et leur permette d'aller voir d'autres pages. Eh bien je me pose des questions sur le graphisme par exemple, sur le contenu, est-ce qu'il n'y a pas trop de contenu sur la page d'accueil? Ça peut paraître idiot, mais si tout est dit sur votre page d'accueil, effectivement l'internet il n'a pas besoin de fouiller, il trouve sa réponse tout de suite. Alors bien entendu il ne faut pas le perdre dans une architecture complexe de site, mais il ne faut pas non plus tout dire depuis la page d'accueil. Et aussi s'il y a un taux de rebond important, ça peut être que j'ai pas de bouton d'action sur la page sur laquelle il arrive. Si c'est ma page d'accueil qui est la page leader, il faut que je retrace un peu tout ça, je regarde pourquoi j'ai pas de clic sur mes boutons d'action. Peut-être qu'ils sont pas assez gros, tout simplement, c'est une question de graphisme. Peut-être qu'ils sont pas assez personnalisés par rapport aux besoins. Imaginons que ma page d'accueil présente une activité sur une opération pneumatique et que mon bouton d'action ce soit simplement en savoir plus sur ma marque. Non, il me faut quelque chose qui soit plus lié à de l'action immédiate. Voilà. Donc le taux de rebond, bon, j'en ai un petit peu parlé. On va parler un petit peu aussi des chiffres d'audience que pourra vous donner Google Analytics. Vous aurez une vision géographique, c'est plutôt intéressant, de vos internautes. Ça vous permet de vérifier que vous n'investissez pas sur un site internet de manière inutile. Vous aurez aussi la possibilité d'observer le type de technologie.
Donc là je prends quelques secondes pour expliquer, hein. Là sur le site que je vous présente, on voit que le mobile, donc les visiteurs utilisant un téléphone, sont majoritaires, hein. 63% des gens arrivent sur mon site avec ce téléphone. 30% seulement depuis un ordinateur classique et 6%, donc nettement moins de 10%, avec une tablette. Donc aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, on parle de design web responsive. Le design web responsive, c'est un design qui est capable d'adapter la présentation de votre site à l'outil qu'utilise l'Internet pour se connecter. De faire en sorte qu'il soit lu sur un mobile en s'adaptant. Des images plus grandes, des boutons plus épais, puisqu'effectivement on clique depuis un mobile avec son pouce, et que si le bouton est trop petit, on va avoir des liens d'action un peu complexes, et donc on va perdre l'internet. Donc en fait, ce petit chiffre d'audience là me permet de me dire que sur ce site, j'ai vraiment bien fait d'investir dans un design web mobile responsive. C'est quelque chose qui m'a coûté un peu d'argent, mais je peux vérifier que c'était nécessaire. Voilà. Donc pensez-y, hein, peut-être qu'en implantant aujourd'hui, même si vous n'avez pas un site responsive, en implantant cet outil Analytics, vous vous rendrez compte que vous avez peut-être beaucoup de visiteurs en mobile, et que s'il y a un taux de rebond important, donc ça veut dire que si beaucoup de personnes sont parties avant d'agir sur votre site, c'est peut-être tout simplement aussi parce que votre site n'est pas adapté au mobile, ils n'ont pas réussi à cliquer, ils n'ont pas trouvé l'information dans le bon ordre, il y avait trop de texte, c'était pas adapté à la navigation mobile. Donc c'est une petite chose que je dois essayer de revoir. Voilà. Donc autre élément que pourra vous apporter Google Analytics, c'est la comparaison dans le temps, puisque moi je vous invite régulièrement à regarder ces chiffres et à mettre en place des changements, des évolutions sur votre site. Et bien en fait, Google Analytics va me permettre de voir si ce que j'ai mis en place va me permettre de m'améliorer dans le temps. Donc là voilà, vous avez la possibilité de comparer entre deux périodes, donc entre l'ancien et le nouveau site. Je me rends compte ici, par exemple, sur l'exemple que je vous ai donné, qu'on est en progression de 50% sur les sessions, de 17% sur les utilisateurs, et que globalement j'ai 50% de pages vues, ce qui est vraiment plutôt intéressant et ce qui justifie peut-être le temps qu'on a passé à revoir le contenu de ce site. Voilà. Donc on a parlé de l'audience, on va parler du comportement. Donc je leur dis, hein, ça, au niveau du comportement, bien comprendre que votre site n'a pas qu'une porte d'entrée. Ne passez pas des jours et des jours à designer, à réfléchir au contenu de la page d'accueil du site, et puis on se contentera pour les autres pages de passer 10 minutes à regarder ce qu'on met dedans. Non, pas du tout. En fait, votre site va pas, tout le monde ne va pas entrer par la page d'accueil. La page d'accueil n'est pas la porte d'entrée la plus efficace. Je prends l'exemple toujours du site que je vous montrais tout à l'heure, hein, sur 1 400 000 pages vues. En fait, c'est un site de restauration. Et bien, ma page de présentation du style de cuisine va représenter 20% de mes pages vues. Donc, un visiteur sur 5 va entrer par cette page-là. Ma page d'accueil, en fait, si je prends la version française, bon, voilà, on va dire globalement ici, j'ai seulement 28% des visiteurs qui entrent sur mon site par la page d'accueil. Et après, on se rend compte que en fait, je vais avoir plein de pages qui vont récupérer 4%, 3%, 2%, 1% des visiteurs. Voilà, toutes les pages sont importantes à soigner. C'est vraiment quelque chose d'important. Euh, donc l'acquisition, le dernier point qui va pouvoir vous permettre de vérifier Google Analytics, l'acquisition, eh bien, ça vous permet de regarder de où viennent mes visiteurs. Donc ils viennent d'une recherche organique à 53% sur ce site. Donc plus d'un visiteur sur deux est venu grâce à Google. Merci Google, des gens qui cherchaient quelque chose et qui sont arrivés sur mon site. Donc je sais que je cible des gens qui font des requêtes sur Internet. Referral, ce sont les sites qui vont parler de moi. Voilà, donc des sites qui ont mis le lien vers mon propre site. Donc ici, c'est pas rien du tout, hein. J'ai quand même 163 000 visites qui viennent d'autres sites qui ont parlé de moi. D'où l'importance de soigner peut-être des partenariats, de travailler des communiqués de presse pour faire connaître votre site, d'être référencé sur des annuaires web, voilà, de développer ce qu'on appelle des backlinks. Un backlink, c'est un lien croisé. Vous contactez d'autres sites, vous leur proposez un échange de liens. Sur votre site, vous faites un lien vers eux, et en échange d'un lien vers votre site depuis leur propre site. Voilà. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre d'optimiser votre référencement. Direct, donc ce sont des gens qui vous connaissent déjà. Social, ce sont les gens qui viennent depuis les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et email, si vous avez des campagnes de marketing mail, eh bien, ce sont les gens qui arrivent depuis en cliquant sur un mail jusque chez vous. Voilà.
Alors comment ça marche, hein, Google Analytics? Moi je vous invite à le faire. Vous allez vous rendre sur analytics.google.com. C'est très simple, vous allez pouvoir vous inscrire à l'aide d'un compte Gmail. Il va vous fournir un code de suivi. Ce code de suivi, vous allez le mettre dans le code de votre site et à partir de là, vous pourrez vous connecter et suivre toutes les statistiques. Voilà. Donc on vient d'en finir avec la petite partie de compréhension des enjeux chiffrés d'un site internet. Bon, je vais maintenant vous parler un petit peu de la notion de référencement et de publicité. Alors qu'est-ce que le référencement? On parle aujourd'hui de SEO, Search Engine Optimization. Donc en fait ça c'est l'optimisation de vos mots-clés. Votre référencement va dépendre de votre classement de le résultat d'une recherche par rapport à des mots-clés, par rapport à une expression ou une marque. Voilà. Donc j'insiste, on y pense trop souvent, je veux que ma marque soit en haut du moteur de recherche. Euh, c'est bien, c'est sympa, mais si la marque est originale, elle sera forcément. Et ensuite, quand vous faites ça, vous ne vous intéressez qu'aux personnes qui vous connaissent déjà. Voilà, ils se demandent où est-ce qu'ils vont vous trouver. Ils cherchent votre site internet, mais ils vous connaissent déjà. Or, en fait, le travail à faire, c'est plutôt un travail sur des mots-clés par rapport à des besoins, par rapport à des comportements d'achat, par rapport à des requêtes produits, services, et pas forcément par rapport à votre marque. Évidemment, votre marque doit être bien référencée, mais c'est marginal en termes de référencement aujourd'hui. Alors, comment fonctionne le référencement? Des internautes vont effectuer une recherche de mots. Ça peut être un mot, deux mots, ça peut être une question. Et Google les enverra sur votre site s'il considère que son contenu correspond à cette requête. C'est bien simple, Google aujourd'hui considère les internautes comme ses clients. Ses clients lui font une demande et il va faire en sorte qu'ils puissent les satisfaire en leur donnant une réponse. Si cette réponse envoie vers votre site, Google va continuer à traquer un peu ce que fera l'internaute. Voilà, vous a apporté un internaute, l'analyse de Google ne s'arrête pas là. Il va continuer à regarder. Si l'internaute vient sur votre site et repart tout de suite, si vous vous rappelez bien, j'ai appelé ça le taux de rebond tout à l'heure. Donc voilà, si on a un rebond, Google va se dire, tiens, sur cette requête-là, je l'avais envoyé sur le site de cette entreprise et finalement il n'a rien fait. Donc je considère que ce site ne répond pas à cette question. Ça veut dire que pour toutes les prochaines fois où un internaute va taper cette requête dans le moteur, Google va éviter de l'envoyer chez vous. Voilà. Donc on retrouve l'importance d'essayer de réduire le taux de rebond sur un site internet, de bien comprendre que vous êtes noté en permanence, votre site est noté en permanence par Google sur plein de critères. Voilà. Donc votre rôle, ça va être, c'est un peu le résumé de tout ça, c'est de faire de l'optimisation permanente. De l'optimisation en regardant les analytics, en essayant d'optimiser, en regardant vos résultats par rapport aux boutons d'action. Voilà. Comment est-ce que vous allez être bien référencé? Je l'ai dit tout à l'heure, on a le référencement naturel et le référencement payant. Donc en termes de référencement naturel, on pourrait faire des tonnes de conférences, il y en a des tonnes, si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment en trouver beaucoup, notamment sur YouTube. Moi je vais faire ça de façon très simplifiée, certains diront même simpliste. En fait, je vais vous inviter à faire ces choses assez basiques. Essayez de développer des contenus thématiques. Étoffez votre site. On l'a vu tout à l'heure, je suis contre les sites monopages. Je suis pour les sites qui comportent un contenu important, un contenu qui est propre à votre activité, un contenu qui n'est pas dupliqué. Ne faites jamais de copier-coller que vous allez trouver sur internet pour créer votre propre page. Google le repère directement et derrière va mal noter votre site parce qu'il y a un contenu dupliqué qu'il a trouvé ailleurs. Voilà. Donc c'est un peu comme nos chers enfants qui vont sur Wikipédia copier-coller des contenus pour répondre aux exposés des enseignants. L'enseignant peut s'en rendre compte ou pas, Google lui s'en rendra compte systématiquement. Donc le contenu que vous allez créer, vous l'écrivez vous-même. Ne faites pas de copier-coller. D'accord? Première chose. Deuxième chose, essayez de travailler les mots-clés et de suivre leur performance. Dans l'outil d'analyse Analytics de Google, vous allez pouvoir analyser quels sont les mots-clés qui sont entrants sur votre site. Et puis vous allez pouvoir aussi dire, tiens, je voudrais être plus présent sur tel type de mots-clés. Et essayer de développer ça. Donc leur donner plus de place dans les contenus que vous allez rédiger. Troisième point, essayez de faire un peu de profiling. Vous dire comment est-ce que les internautes peuvent questionner Google sur ma problématique. Voilà. Et puis vous allez créer des pages dont le titre va répondre mot pour mot à cette problématique.
par exemple, si je prends cette page-là, je me dis comment est-ce que je peux optimiser le référencement de mon site vitrine. Voilà. Donc l'internet va aller saisir comment optimiser le référencement sur un site vitrine. Moi, si je dois publier un site pour attirer les internautes vers moi, je vais mettre ça en titre directement, tout simplement, sans chercher à faire de la grande littérature. Je vais essayer de développer un certain nombre de pages dont les titres sont des réponses à des questions potentielles. Voilà. Je vous invite également à développer, à intégrer un blog qui vous permettra, au sein de votre site, vous permettra de publier de l'actu fraîche, régulièrement mise à jour. Parce qu'en fait, vous avez forcément sur votre site des pages qu'on va dire quasi permanentes. Présentation de vos services, présentation de vos produits, présentation de votre entreprise, rubrique à propos, rubrique contact, etc. Ça, ce sont des pages qui ne vont pas, il n'y a pas lieu de les changer très régulièrement. Et quand un site se contente de ça, en fait, il n'est jamais mis à jour, Google finit par s'en rendre compte. L'intérêt d'ajouter un blog, c'est que vous allez pouvoir publier des articles régulièrement sur ce blog, même des photos, voilà, un certain nombre de médias, sans pour autant de vous amuser à revoir un peu la présentation de votre entreprise tous les 4 matins. Voilà, donc l'intérêt de ce blog, c'est ça, prévoyez quelque chose qui vous permette de publier des contenus régulièrement. Moi, je vous invite en 5e point à choisir un prestataire technique pour la réalisation de votre site qui aura une vraie approche au niveau du SEO. Donc, posez-lui la question en matière de référencement, quelle est votre approche technique? Quand je parle d'approche technique, c'est il y a un certain nombre de petites choses qu'un prestat doit faire naturellement pour qu'un site soit déjà au moins sur de bonnes bases en termes de référencement. Je ne vous rentre pas dans le détail ici, mais si vous avez un prestataire qui vous dit, qui reste vague dans sa réponse, évitez-le. Il y a quand même des bonnes pratiques, notamment dans le code HTML ou PHP à mettre en place pour le référencement. Voilà. Dernier point, observez vos analytics, mais je pense qu'on en a assez bien parlé jusqu'à présent, vous avez compris l'intérêt de tout ça. Voilà. Donc pour résumer, ces deux notions importantes, la page d'accueil n'est pas la page d'entrée principale, ne vous focalisez pas sur la recherche du nom de votre entreprise. Voilà. Je ne vais pas, moi, internaute, taper le nom de votre entreprise, à moins que je vous connaisse très bien, et dans ce cas-là, peut-être que c'est pas extrêmement utile d'être bien référencé pour ça. Je vais aller saisir dans Google un mot-clé ou une question qui correspond à ma problématique. Voilà. On parle ici de bénéfice client et c'est très très important. On vient de parler du référencement naturel, donc tout ce dont je viens de vous parler ne vous coûte rien à part du temps, ou peut-être un prestataire si vous choisissez de le sous-traiter. Et quelques mots maintenant sur le référencement payant, AdWords. Donc AdWords, c'est un outil proposé par Google, au même titre que l'outil Analytics dont on a parlé tout à l'heure. C'est un outil proposé par Google qui va vous permettre, à partir de mots-clés que vous sélectionnerez, d'afficher des annonces en haut de page par rapport à des requêtes. Financièrement, vous allez payer à chaque clic. On appelle ça des enchères. Voilà. Ces enchères, vous allez décider de vous-même de combien vous voulez mettre par clic. Je prends l'exemple aujourd'hui, par exemple, d'un pneumaticien qui me lance une opération pneu avec un petit, pourquoi pas, un petit coupon, une petite offre de 10 € sur le départ en vacances. Donc je vais mettre en place mon annonce. Évidemment, je vais choisir des mots-clés comme pneumatique, remplacement pneumatique, pneus pas cher, enfin voilà, pas mal de petites choses comme ça. Et je vais indiquer dans ma campagne Google AdWords que je suis prêt à payer par exemple un maximum de 70 centimes par clic. C'est déjà pas mal puisqu'en fait vous savez que si un internaute clique et utilise votre coupon, déjà il y a votre remise de 10 € plus 70 centimes. Vous avez probablement calculé que ça fait déjà pas mal par rapport à votre marge et que donc vous n'irez pas plus loin que cela. Calculez également la déperdition entre les gens qui vont cliquer et ceux qui vont vraiment utiliser l'offre. Elle est souvent importante. Voilà. Donc j'ai décidé que je mettais un maximum de 70 centimes par clic. Votre annonce ne sera affichée que si vous remportez l'enchère. Imaginons que un certain nombre de pneumaticiens en période de départ en vacances lancent leur campagne de pub également sur les mêmes mots-clés que les miens et décident de mettre 1 € par clic. Et bien tout simplement ce sera leur annonce qui sera affichée, pas la vôtre. Donc catastrophe, votre campagne n'est pas vue, mais vous n'aurez rien payé. Voilà. Donc la notion d'enchère, c'est quelque part
quelque chose qui peut vous rassurer. Il s'agit de bien calculer, ne mettez pas 5 € par clic pour être sûr d'avoir des clics. Il faut quand même mesurer les résultats derrière. Voilà, mais vous avez la possibilité avec Google AdWords de bien déterminer votre budget. Évidemment, vous aurez également présélectionné préalablement un certain nombre de critères de ciblage, géographique, démographique, etc., pour essayer d'optimiser vos résultats. Voilà, donc on en revient ici, par exemple, sur Assurance Moto Auxerre. Voilà, ici, on va dire que AMV, Club 14, Alliance ont payé un certain nombre d'enchères, que Alliance a payé plus cher que Club 14, qui a payé plus cher que AMV, qui a payé plus cher que AMF. Ça va dans cet ordre-là. Et qu'il y en a sans doute plein d'autres derrière qui n'ont pas mis assez en termes d'enchères. Voilà. Au moment où je suis affiché ici, ça ne coûte rien à l'annonceur. Par contre, c'est au moment où je vais cliquer sur celui-ci, ou celui-là, que ça va débiter leur compte. Quatrième partie. J'ai essayé de déterminer un peu un profil type d'un site internet vitrine qui va être optimisé pour le business. Voilà. On l'a vu tout à l'heure au niveau de l'écosystème. Aujourd'hui, il faut savoir que votre site doit être vivant. Vivant parce que Google envoie régulièrement des robots qui naviguent sur toute la toile et qui vont aller jeter un coup d'œil régulièrement à votre site et qui vont dire tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé depuis la dernière fois? Ah, il n'y a rien qui a bougé, donc bof. C'est un site qui n'évolue pas, qui n'est pas très dynamique. Voilà. Donc aujourd'hui, le standard pour un site web, c'est d'être dynamique, administrable par un back-office. Donc le back-office, c'est ce qui vous permettra à vous d'administrer ce site internet et donc d'aller changer des contenus, créer des articles, développer, mettre en place des médias, tout ça sans passer par la société qui a créé le site internet. Voilà. Dynamique, administrable et back-office, trois éléments très importants. On parle dans ce cas-là d'un CMS, Content Management System. Donc c'est un outil, aujourd'hui il y a par exemple des outils comme WordPress, qui sont des outils plutôt, ou Drupal ou Joomla, des outils plutôt bien utilisés en France pour cela. Le back-office, donc, il va vous permettre d'éviter de vous retrouver face à des pages de code. Évidemment, c'est quelque chose que on peut trouver joli mais qui est quand même un peu complexe. Donc un back-office, c'est quelque chose comme ça. L'idée, c'est de transcrire le code HTML en une interface relativement proche de ce que l'on peut trouver en termes de traitement de texte. Donc ça, ici, vous avez le back-office d'un site qui a été développé sous WordPress. Donc j'ajoute mon titre là, je vais aller ajouter mon texte, je peux mettre en forme, voilà, on retrouve un petit peu tout ce que l'on peut trouver sur un traitement de texte comme Word. Voilà, et je vais valider et publier directement mon article. Voilà. Un site avec un back-office, c'est vraiment aujourd'hui essentiel. Deuxième point, un site étoffé avec beaucoup de contenu. Donc je l'ai dit tout à l'heure, évitez la mode du site avec une seule page très jolie tout en scroll. Il va vous falloir développer des contenus. Travailler sur l'arborescence. Vous allez également développer sur votre site de vraies pages d'atterrissage. Page d'atterrissage, globalement on parle plutôt de landing page, c'est la page par laquelle Internet va arriver sur votre site après avoir cliqué, soit sur une bannière, une newsletter, un mail, une publicité en ligne, et aussi parfois après avoir effectué une recherche sur un moteur de recherche. La page d'atterrissage, on le voit ici, son objectif, c'est pas du tout comme la page d'accueil qui est une page d'entrée généraliste, un peu comme la porte d'entrée d'un commerce. La page d'atterrissage, on est vraiment dans une page dédiée à un thème en particulier. Elle ne parle que de ce thème et son objectif, c'est de transformer. C'est ici, globalement, vous l'avez saisi par rapport à la promesse du titre de ce webinar, utiliser un site vitrine pour le e-commerce, pour le commerce traditionnel, c'est ici que l'enjeu est. D'ailleurs, développer des pages vraiment thématiques sur lesquelles l'Internet va trouver à peu près tout ce qu'il cherche en une seule page et sur laquelle il y aura également un bouton, donc le call to action dont je parlais tout à l'heure, qui vous permet de transformer l'internaute, transformer en demande de devis, transformer en inscription à un programme ou à une newsletter, etc. Donc une page d'atterrissage, ça doit être assez clair. Il y a une proposition commerciale unique, on ne mélange pas tout, vous présentez une offre, un produit ou un service, rien d'autre. On ne parle que de ça. Vous allez essayer d'être le plus clair et direct possible. Vous allez mettre en place un bouton d'action, quelque chose qui sera l'outil de transformation, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, un formulaire de demande de devis, une demande de contact, un bouton de rappel automatique, ce sont des choses qui sont
très développé aujourd'hui sur Internet et très pratique pour l'internaute. Et vous allez essayer d'ajouter quelques éléments d'incitation à la décision, toujours liés à l'offre qui est présentée, un avis client, une photo, si le produit il est visuel c'est plutôt sympa, un petit pitch efficace en 2-3 lignes, voilà c'est ça. Donc en fait je suis sur ma page d'atterrissage, je suis un peu sur une fiche produit améliorée dans laquelle il y aura un outil de transformation. Quelques exemples, hein, ici on retrouve un peu tous les éléments dont je viens de vous parler. Donc en fait j'ai mon élément ici de call to action, donc un petit formulaire avec un bouton. J'ai quelques éléments d'argumentaire là. J'ai d'autres boutons des call to action secondaires où je vais pouvoir aller télécharger les éléments sur l'appli ici. Et puis j'ai très peu de texte qui est juste là pour m'inciter à agir sur cette page d'atterrissage. Autre exemple, ici on retrouve les mêmes éléments, un beau petit visuel pour attirer l'œil, très peu de texte avec un grand titre, et j'ai mon beau bouton bien visible, il n'y a pas de risque que je me perde. Donc on voit ici vraiment l'intérêt de la page d'atterrissage par rapport à une page d'accueil sur laquelle on a mis beaucoup de choses, c'est que là l'internaute ne peut pas se perdre, et tout est fait pour qu'il converge vers le bouton d'action. Donc on appelle bien ça la page de transformation. Donc encore un élément important, le blog. Un site internet n'est pas un blog n'est pas un site internet, mais un site peut contenir un blog. Voilà, quelques éléments très importants à bien comprendre. Le blog va vous permettre de montrer le dynamisme de votre entreprise, parce que régulièrement vous allez partager des choses, vous allez vous exprimer. Donc vous allez parler de vous, de vos réalisations, vous allez pouvoir parler de vos clients en les citant par exemple. Mais c'est pas seulement ça. Vous allez pouvoir élargir un petit peu le sujet, par exemple en partageant des articles ou des infos qui sont liées à votre métier. Alors vous me direz, oui mais bon, moi je suis là pour parler de moi, de mes produits, etc. Mais en développant un contenu un peu plus large, on retrouve la notion de référencement dont je vous parlais tout au début, et des différents modes de consultation de l'internaute sur Google. Il va poser parfois des questions très larges. Donc il faut aussi que vous ayez un contenu très large pour que on puisse arriver sur votre site. Donc voilà à quoi ça sert de partager des articles. Imaginons que vous ayez une activité de conseil financier ou patrimonial, eh bien, développer un certain nombre d'articles ou partager des articles de presse qui parlent de la loi de finances de l'année à venir, par exemple. Évidemment, on ne parle pas de vous dans ces articles-là, mais par contre, les gens qui peuvent arriver sur votre site grâce à ces articles vont derrière continuer à naviguer pour arriver sur votre prestation. Donc c'est très important, on s'en sert un petit peu comme des aspirateurs et on essaye de développer au maximum ce type d'article. Voilà, vous allez pouvoir partager des infos et des liens de partenaires, par exemple, hein, tout à l'heure je vous parlais de backlinks pour le référencement, et bien un petit article de temps en temps sur si vous êtes bien implanté sur votre tissu économique local, mais n'hésitez pas à présenter des partenaires, même s'ils n'ont rien à voir avec votre activité, à leur en faire un petit peu de pub. D'abord ça dit à tout le monde que vous êtes bien présent sur le secteur, et puis ça permet aussi, en échange de liens, d'améliorer votre référencement. Voilà. Partagez également des infos sur les marques que vous commercialisez, hein, si vous êtes vendeur de produits de marque. En général, elles développent un certain nombre de contenus, vous pouvez les utiliser. Donc le blog, évidemment, il sera utile pour le référencement de votre site, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Il lui permet, à chaque fois que le robot Google passe, de dire tiens, il s'est passé, il y a du nouveau. Donc le robot va s'arrêter et va indexer le nouveau contenu. Et ça, il est content quand il peut indexer du nouveau contenu. Vous allez développer des pages d'entrée supplémentaires grâce à ce blog, toujours utile. Et puis aussi surtout, vous allez développer un contenu qui va étoffer donc le wording, c'est-à-dire les mots-clés, hein, pour faire simple. Donc vous allez avoir davantage de mots-clés, davantage d'articles, c'est aussi davantage d'occasions de renforcer certains mots-clés qui sont essentiels pour vous. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très utile. Maintenant, on va aborder une notion qui est directement liée à Internet, c'est la notion de conversion. On va parler de KPI, ce sont les indicateurs clés de performance, je vous les détaillerai juste après. Et je vous donnerai également quelques pistes pour essayer de transformer un visiteur de site Internet en acheteur potentiel. Donc l'intérêt du web, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la mesure d'efficacité. On l'a vu quand je parlais de Google Analytics. Hein, sur un site, la mesure d'efficacité, c'est être capable de quantifier le nombre de visiteurs uniques, de vérifier le taux de rebond. En termes d'efficacité commerciale, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Un nombre de demandes de devis, de clics vers une offre, de téléchargement, etc. Voilà. Alors,
Quand on se lance dans les analytics sur Internet, il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est que on va vite passer trop de temps parce que on mesure trop de choses. Il faut être capable de se limiter en quantité pour être vraiment performant et pour éviter de se perdre dans un certain nombre d'indicateurs qui derrière ne vous donneront pas de solution précise sur ce que vous devez faire pour améliorer vos performances. Voilà, donc moi je vais vous inviter à établir un tableau de bord à base de KPI, donc les Key Performance Indicators, ou donc les indicateurs clés de performance. Donc ce sont des données que vous allez sélectionner comme étant significatives pour vous et que vous allez mesurer dans le temps. 2, 3 ou 4 indicateurs essentiels, pas beaucoup plus, hein. Au-delà, vous allez probablement finalement passer beaucoup trop de temps à collecter les données, à essayer de les analyser, et puis vous n'aurez pas forcément des informations précises sur ce que vous devez mettre en place pour les faire évoluer. Voilà, je vous donne quelques petits exemples de KPI simples pour un site web. Hein, on parle du nombre de visiteurs, de temps passé. C'est important le temps passé. Vérifiez que un utilisateur va passer un petit peu plus de temps régulièrement, tous les mois. C'est-à-dire que votre site a un contenu, développe un contenu qui est forcément intéressant, un peu plus étoffé, et on en revient à cette notion de référencement naturel. Si un utilisateur passe du temps sur votre site, eh bien Google va reconnaître que votre site a un intérêt par rapport à différentes requêtes et va améliorer votre score de référencement. On parle de taux de rebond, de nombre de contacts entrants, etc. Donc moi je vous invite à construire ce type de tableau de bord plutôt précis et d'analyser dans le temps comment ça évolue. Donc sur les données qui sont là, on va voir que par exemple je vais être capable d'analyser assez rapidement que le temps passé sur le site évolue favorablement, que mon taux de rebond est à la baisse certains mois. Je vais être capable également en fait de déterminer toute une partie de transformation hein, par rapport à un nombre de mails reçus depuis le site. Ça peut être des demandes de contact, des demandes d'information, un nombre de demandes de devis depuis le formulaire. Voilà, donc en fait, en dehors des analytics purs que vous allez extraire de Google Analytics, eh bien vous allez pouvoir mettre en place aussi des outils de mesure. Si vous avez bien construit votre site, si vos landing pages sont mises en place avec des boutons d'appel à l'action, eh bien vous allez pouvoir monter cette deuxième partie qui est plutôt intéressante et puis déterminer un ratio qui vous permettra d'analyser les performances commerciales de votre site. Voilà. On va passer à une partie qui est indispensable. Vous vous souvenez tout à l'heure en début de présentation, je vous ai montré sur les résultats de recherche la partie de géolocalisation. C'est ce que propose Google My Business. Donc encore une fois, c'est un outil qui est gratuit aujourd'hui, offert par Google, qui va vous permettre de gérer des informations relatives à votre établissement sur sa zone de chalandise. Voilà. Donc quand on fait une recherche, bon j'ai pris l'exemple de Hippopotamus, ça peut être n'importe qui d'autre. Quand on fait une recherche dans Google, vous avez sur la droite des résultats de recherche qui sont directement liés à l'inscription dans Google My Business. Voilà. Ça va vous permettre, Google My Business, d'aller gérer des informations essentielles. On n'est pas ici sur le référencement d'un site internet, on est sur le référencement d'un commerce ou d'une activité présente sur une zone de chalandise. Donc vous allez pouvoir également gérer et répondre aux avis clients. Donc ces avis, de toute façon, seront publiés. Que vous interagissiez ou pas, c'est pas vous qui allez décider, c'est finalement le client final qui décide d'aller publier un avis pour votre entreprise ou pour votre service. Et bien en fait, à l'aide de Google My Business, vous aurez la possibilité d'aller répondre à ces avis clients et donc quelque part de reprendre un peu la main sur quelque chose que vous ne maîtrisiez pas auparavant. Vous allez pouvoir aussi proposer un certain nombre d'informations, vos horaires d'ouverture, vos plages de remplissage ou pas sur des services. Et puis l'autre intérêt de Google My Business, c'est que lorsque je vais chercher quelque chose d'aussi simple que boucherie centre-ville de Lille par exemple, donc une requête très localisée, et bien en fait vous allez avoir dans les résultats de recherche en premier lieu les commerces qui se sont inscrits via Google My Business. Alors comment vous allez créer ce compte et déclarer votre activité? C'est simple, vous allez vous rendre, tapez dans Google My Business ou allez vous rendre sur ce lien là et puis derrière vous allez pouvoir créer
directement votre fiche établissement à l'aide des différentes étapes que je vais vous lister un peu rapidement ici. Le nom d'établissement, vous allez pouvoir donc sélectionner l'adresse précise. Hein, c'est surtout, ne vous trompez pas, c'est l'adresse de votre commerce et non pas votre adresse de siège social, si ce sont deux adresses différentes, puisque c'est à partir de cette adresse-là que vous serez géolocalisé sur la carte. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, hein, si vous n'avez pas de lieu d'accueil, si vous n'êtes pas un commerce, mais par exemple une entreprise de livraison, vous allez pouvoir cocher cette petite case qui vous permettra quand même d'être géolocalisé. Vous allez choisir le type d'établissement, donc votre activité. Vous devez renseigner un numéro de téléphone. Alors c'est important à deux titres. D'abord, c'est le numéro de téléphone qui va apparaître pour les clients, donc dans votre fiche client, c'est important. Et aussi, ce numéro va être utilisé pour valider le compte. Google va, à un moment donné, à la fin de notre procédure d'inscription dans Google My Business, Google va téléphoner à ce numéro et vous fournir un code qui vous permettra de valider et de boucler en fait votre inscription. Voilà. Donc votre méthode de validation, c'est ça. Moi, je vous invite, en fait, vous avez deux possibilités. Soit c'est immédiat, vous allez cliquer sur le bouton appel. Un robot Google va vous téléphoner, vous donner un code, vous le notez, et puis dans l'étape d'après, vous pourrez aller le saisir. Si vous préférez passer par une autre méthode, eh bien ce sera un envoi postal qui est un petit peu plus long et qui peut parfois être un petit peu plus pénible pour la mise en place. Je ne le conseille pas particulièrement. Voilà. Donc lorsque mon compte est validé, en fait, j'ai accès à un tableau de bord tel que celui-ci, hein, qui ressemble un peu à une interface de back-office, comme je vous le montrais tout à l'heure. Vous allez pouvoir définir un certain nombre de choses, renseigner les informations sur votre activité, mettre des photos, hein, maîtriser vos propres photos, c'est bien. Toujours mieux que d'avoir des utilisateurs qui prennent en photo vos produits avec une qualité plutôt moyenne. Renseigner votre site web, déposer des annonces. Enfin, vous allez pouvoir gérer toute votre activité Google à partir de ce tableau de bord. Voilà, donc moi je vous conseille de faire ça, si ce n'est pas le cas, de faire ça assez rapidement. Ça vous permet vraiment de maîtriser votre présence Internet, et pour l'instant c'est un coût zéro. Voilà. Alors, quand on parle de site web, on a tendance à vouloir éviter la partie technique. Moi je sais que c'est quelque chose qui n'intéresse pas grand monde, et pourtant il y a quelques petites bases à savoir si on ne veut pas être dépendant d'un prestataire extérieur. Toujours important en fait, hein, vous allez confier la réalisation, l'hébergement de votre site internet à un prestataire. À un moment donné, vous aurez peut-être envie d'en changer, peut-être envie de changer de nom de domaine, de faire évoluer votre site, et vous aurez la nécessité de ne pas être pieds et poings liés avec un prestataire. Donc je vais vous donner quelques petites bases à savoir, c'est pas très compliqué, quelques petites précautions qui vous permettront d'assurer la pérennité de votre nom de domaine par exemple. Voilà. Donc, bien comprendre que vous devez être propriétaire de votre nom de domaine, c'est quelque chose qui vous garantit une indépendance totale vis-à-vis d'un prestataire, même si vous bloque à un moment donné vos données parce que le contrat n'était pas clair à la base, votre nom de domaine vous appartiendra. Ne soyez pas obligé de changer de nom de domaine parce que vous avez rompu les relations avec un prestataire, alors que ce nom de domaine est inscrit sur tous vos documents administratifs ou commerciaux. Alors, il faudra tout réimprimer, tout refaire, c'est très compliqué et c'est vraiment une perte de temps et d'argent. Optez pour un site dynamique, on en a parlé tout à l'heure, administrable par back-office, j'y reviendrai un petit peu après. Choisissez un mode de réalisation avec un prestataire, je vais vous détailler en fait comment vous pouvez essayer de faire mettre en place un site selon votre budget. Et bien comprendre la notion de web responsive, on l'a vu tout à l'heure, un web responsive, c'est un site qui va être capable de s'adapter au type de matériel avec lequel se connecte l'utilisateur, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone, votre site proposera la meilleure navigation possible. Donc, pour bien comprendre cette distinction, la première distinction, c'est que votre nom de domaine est tout à fait dissocié du contenu de votre site web. Hein, là, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas du tout de base technique. On confie parfois la réalisation et la mise en place du nom de domaine à un prestataire. Or, ce sont deux choses qui peuvent être totalement dissociées. Vous pouvez posséder votre nom de domaine et confier l'hébergement du site, donc son contenu, son code source, sa base de données, ses médias, etc., à un prestataire. Et ces deux choses, moi, je vous invite à les dissocier très rapidement. Votre nom de domaine, s'il vous appartient, vous allez être capable de faire un pointage, hein, vous voyez ma petite flèche ici, qui pointe vers l'hébergement de votre ancien site. Le jour où vous changez de prestataire,
Imaginons que, par exemple, tout simplement, celui-ci arrête son activité ou que vous décidez de changer parce que les coûts deviennent prohibitifs, hein. Quand vous décidez de changer, vous allez pouvoir faire un simple changement de pointage vers un nouveau prestataire. Si le nom de domaine vous appartient, c'est une procédure qui sera extrêmement simple. Si vous appartient pas, si le nom de domaine est toujours chez l'ancien prestataire, vous risquez d'avoir des grosses difficultés à le récupérer. Voilà. Donc votre nom de domaine, moi je vous invite à l'acheter vous-même, ou en tout cas à vous assurer, si vous confiez l'achat à votre prestataire, que celui-ci vous désigne bien propriétaire. C'est essentiel. Un nom de domaine, en fait, il a un certain nombre de référents. Le propriétaire, l'administrateur, le contact technique, le contact facturation. Soyez dans tous les cas au moins propriétaire et aussi administrateur. Deuxième chose, lorsque vous allez acheter votre nom de domaine, achetez dans la mesure du possible le .fr et le .com. Ça vous évitera un parasitisme. Même si vous considérez que le .fr vous suffit et que dans la communication, le .fr sera mis en avant partout, eh bien, si un jour quelqu'un achète l'autre nom de domaine en .com et décide de vous embêter avec une activité assez proche de la vôtre, ce sera assez gênant. Donc c'est une précaution, achetez au minimum ce .fr et ce .com. Et comment vous allez procéder pour faire tout ça? Donc acheter le nom de domaine, les deux domaines. Eh bien vous allez ouvrir un compte chez un hébergeur, c'est gratuit, et vous allez tout regrouper. Ce compte, moi je vous invite à l'ouvrir euh, plutôt chez OVH, puisque c'est quelque chose que j'utilise. OVH, c'est le premier hébergeur français et européen. On sait que la qualité de service est assez bonne. Vous pouvez aussi, si vous préférez, aller travailler avec Gandhi.net. Voilà, il y a d'autres hébergeurs. Moi, ce sont les deux principaux que je conseille. Chez chacun de ces hébergeurs, vous allez pouvoir ouvrir un compte gratuit. Il vous permettra d'acheter le domaine. Ou si le domaine a déjà été acheté, hein, s'il est acheté par un prestataire, eh bien prenez contact quand vous avez ouvert votre compte gratuit avec votre prestataire et vous lui demandez de transférer le domaine dans votre compte hébergeur. Voilà. Vous faites ça avec votre prestataire, ça ne vous prendra pas de temps, mais au moins ça vous assurera, en cas de rupture des relations commerciales, de toujours avoir votre nom de domaine sur votre serveur. Voilà. Ça, c'était quelques petites informations, quelques petites choses à mettre en place assez simples. On va parler maintenant en fait du back-office. Donc à un moment donné, vous aurez probablement, si vous avez écouté le début de la présentation, envie et besoin de publier des contenus sur le blog, de créer de nouvelles pages, d'ajouter des informations, de partager un certain nombre de choses sur votre site. Pour cela, vous devez pouvoir maîtriser à travers un back-office l'édition des contenus. Voilà. Donc pour réaliser ce type de site web, vous avez, selon votre budget, un certain nombre de solutions. Voilà. Donc je vais les lister assez rapidement. Il y a des offres basiques qui sont plutôt incluses. Dans Google My Business, il y a la possibilité de créer quelques petites pages. Par exemple, c'est gratuit. Chez Orange, dans les pages jaunes, par exemple, si vous avez un compte page jaune, vous pouvez essayer de mettre en place un petit site internet. C'est quelque chose que moi je vous conseille uniquement si vous avez zéro budget, n'est-ce pas? Si vous avez les moyens de mettre un petit peu d'argent dans votre site, essayez de passer au moins aux étapes suivantes parce que ces offres basiques ne permettent pas une grande souplesse et notamment ne sont pas particulièrement bien référencées. Donc vous avez un certain nombre de plateformes online de construction de sites, hein, j'en vois quelques-uns ici, notamment Wix, One and One, qui vous proposent des solutions de sites tout faits à bas coût. Vous avez peut-être déjà choisi ce type de solution. Le référencement n'est pas forcément top non plus sur ce type de solution. L'avantage, c'est qu'en général, il y a quand même un back-office pour publier des contenus. Vous pouvez aussi opter pour un CMS open source. Je vais citer par exemple WordPress, quelque chose que beaucoup de monde connaissent, ou dans le e-commerce, on a aussi PrestaShop et Magento. Donc qu'est-ce que c'est qu'un CMS open source? C'est un langage un peu barbare. Donc un CMS, c'est un Content Management System. Donc c'est quelque chose qui vous permet de mettre à jour votre site, de développer des contenus et de les manager vous-même sans passer par un développement web. Open source, ça veut dire que c'est administré dans le monde entier, c'est créé et développé par comment dire, en libre propriété par d'autres développeurs. Donc en choisissant un standard open source international, vous êtes sûr que la mise à jour est faite régulièrement, que votre solution va être pérenne dans le temps. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire réaliser à façon par un freelance, une SS2I, une agence de communication digitale, votre site si votre budget le permet. Ça a plein d'avantages, notamment en fait l'indépendance par rapport à un certain nombre
de choses. Vous avez aussi peut-être plus de certitude en matière de fiabilité et de protection contre le hacking. Ceci dit, quand vous travaillez sur ce type de réalisation à façon, repointez bien tout ce dont on a parlé précédemment, la propriété des données, ou qui gère le nom de domaine, comment dire, comment ça se passe en cas d'évolution et de maintenance nécessaire, combien ça va vous coûter, etc. Voilà. Dans tous les cas, ce que je viens de vous dire, hein, vérifiez qui sera le propriétaire des données que vous allez mettre en ligne, comment est-ce que ça va se passer lorsqu'il y a des mises à jour de maintenance à faire, il y en a toujours, notamment par exemple lorsque les standards du web ou quand les versions de navigateurs évoluent. Euh, Vérifiez que votre engagement vous laisse des libertés, vous engagez pas sur 5 ans par exemple. C'est idiot puisque en fait en général un site devra évoluer au moins tous les 2 ou 3 ans. Est-ce que vous avez la possibilité de créer des pages vous-même à travers le back-office? Et puis comment ça va se passer le jour où vous allez vouloir changer de fonctionnement, de prestataire, comment vous récupérerez les données. Donc tout ça c'est quelque chose à vraiment à blinder avant. Voilà. Dernier point sur ces petites précautions, votre site doit être responsive, c'est-à-dire que quel que soit le matériel utilisé, il va pouvoir s'adapter. Voilà. Pourquoi ce site doit être responsive? On l'a vu par exemple tout à l'heure, hein, quand je vous montrais les analytics. Plus d'un visiteur sur deux aujourd'hui sur un site en moyenne va se connecter à l'aide d'un mobile. Et aussi parce que Google en 2017 indiquait qu'il donnerait la priorité au référencement des sites qui sont conçus pour le mobile. Toujours dans la logique de Google d'apporter le meilleur service possible à ses internautes, eh bien en fait, il considère que ces internautes sont en majorité connectés depuis un mobile et que donc il enverra sur des sites qui seront préférentiellement développés pour le mobile. Voilà. Quelques chiffres, hein, la répartition du trafic internet en 2017, c'est plus de 56, je vous ai dit plus de 50%, environ 56% depuis un mobile. Voilà. On va attaquer maintenant un petit morceau, hein, les avis clients qui seront présents sur les sites internet. Dans tous les cas, sachez que vous êtes probablement concerné par les avis clients. On imagine la plupart du temps qu'ils concernent d'abord la restauration et l'hôtellerie, hein, puisque effectivement c'est quand même quelque chose que nous pratiquons tous en tant que clients. Aujourd'hui, ça devient un réflexe d'aller noter notre expérience. Eh bien, il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est touché, hein. Je vous ai mis un petit exemple ici, même le secteur médical. On va aller noter une clinique. Euh, donc personne n'est à l'abri. Euh, les avis, vous ne les maîtrisez pas à la base. Ils seront présents sur Internet. Et si vous n'y prêtez pas attention, ils remontent assez haut dans les résultats de recherche. Et avant de trouver votre site Internet ou avant d'avoir une petite idée sur ce que vous allez proposer, on va trouver un avis sur vous. Donc essayez de faire en sorte que cet avis soit positif, ou en tout cas s'il est négatif, que sous cet avis il y ait une réponse de votre part. Voilà. Quelques chiffres pour justifier pourquoi vous devez donner de l'importance à ces avis clients. C'est qu'aujourd'hui 9,5 internautes sur 10 vont se lancer dans un achat après avoir lu un avis positif. Et quasiment dans les mêmes proportions, les internautes vont préférer s'abstenir si ils vont lire un commentaire négatif sur vous. Voilà. 9 internautes sur 10 va considérer que les avis sont utiles avant de procéder à un achat. Et 1 sur 2 va considérer que c'est important dans sa décision d'achat. Voilà. Donc 5 petites astuces pour gérer efficacement ces avis clients. Moi je vous invite à regarder régulièrement. Vous faites une petite recherche sur votre nom d'entreprise ou sur vos produits pour maîtriser ce qu'on appelle la e-réputation. Et puis vous allez remonter sur des avis. Et là je vous invite à réagir rapidement. Réagir ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre aux avis négatifs. Vous n'allez pas pouvoir les supprimer. Ne pas répondre, ça peut avoir un effet boule de neige. Vous allez avoir des gens qui vont dire ah moi aussi je me suis rendu compte de ça, moi non plus j'ai pas aimé, etc. Et donc dégrader votre note, dégrader l'impression qu'on va avoir en lisant sur votre entreprise. Donc répondez pour éviter de diffuser de mauvaises images. Voilà. Dans votre réponse, osez la franchise. Osez parfois quand quelque chose est négatif, de dire oui, on est vraiment désolé. Effectivement, il y a eu un petit problème. Prenez contact avec nous, nous allons réparer en fait le souci que vous avez listé sur cette page. Voilà. Donc, mais osez la franchise pour que
on puisse se rendre compte que vous êtes une entreprise humaine, hein. On n'est pas obligé d'être parfait, par contre on doit être attentif. Voilà. Vous allez aussi essayer d'inciter vos clients satisfaits à laisser des avis, puisque il est toujours en France plus facile de donner un avis négatif que positif. Il faut que vous essayiez de booster ces avis positifs. Ça permet de créer un équilibre et peut-être un petit peu de noyer les avis négatifs dans un océan d'avis positifs. Voilà. Euh, Essayez de donner des espaces d'expression à vos clients satisfaits. Donc peut-être par exemple en créant une page sur Facebook, une page entreprise sur LinkedIn si vous êtes en B2B, et d'inviter en fait les gens à venir multiplier les avis positifs sur ces plateformes-là. Là, vous allez pouvoir créer une relation directe et la mettre en scène aux yeux de tous les gens qui chercheront des informations sur vous. Voilà. Je vais finir hein, sur ces 3 petits conseils. Euh, Évitez d'improviser sur ce que vous allez mettre en place sur votre site. Quand vous travaillez un plan annuel en commerce, vous allez indiquer par exemple janvier, juillet, les soldes, une opération en mars, une opération en avril. Vous allez définir des thèmes, vous allez mettre en place des moyens, des supports de communication. Ça s'appelle un plan de communication ou un plan marketing. Eh bien, faites-le également pour Internet. Définissez votre plan d'animation web. Vous allez mettre en place des temps forts, des opérations commerciales, des thématiques, définir à quel moment vous faites les mises à jour de votre site. Écrivez-le à l'avance et essayez de vous tenir à ce calendrier. Voilà. Deuxième point, faites revenir sur votre site et animez le trafic grâce aux newsletters. On a beaucoup parlé dans cette présentation sur des façons de capter le trafic à la première visite et de le transformer. Et il faut aussi essayer de réfléchir à comment on va faire revenir. Mettez en place un fichier client-prospect. C'est l'intérêt des landing pages sur lesquelles vous allez proposer une inscription à une newsletter. Derrière, mettez en place un calendrier de newsletter ou d'emailing marketing. Vous avez un certain nombre d'outils qui vous permettent d'envoyer des emails, Mailchimp, MailPro, Sarbacane. Je vous invite à aller vous renseigner sur Internet sur ces solutions. Elles vous permettront de faire un routage d'emailing en masse, en nombre, comme on dit, en respectant un certain nombre de règles, et puis de pouvoir mesurer à travers les statistiques qui a cliqué, combien de personnes ont cliqué. Voilà, de mesurer un peu les impacts de votre campagne de newsletter. Troisième conseil, un basique, connectez votre site aux réseaux sociaux. On parle aujourd'hui d'écosystème digital, donc votre site il n'est pas seul, vous allez le travailler avec aussi une présence sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi je vous invite à aller créer une page Facebook, plutôt en B2C, ou une page LinkedIn de votre entreprise en B2B, et de connecter ça, donner une présence sur votre site à ces réseaux sociaux, à inviter depuis la page d'accueil de votre site, à liker votre page Facebook, ou à rejoindre votre compte LinkedIn. Voilà. Donc j'en ai fini. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je vous invite à retrouver un certain nombre de conseils sur mon réseau Top Office. Également, n'hésitez pas, hein, sur mon réseau Top Office, il y a une rubrique questions. Vous pouvez poser vos questions, nous y répondrons en direct. Voilà. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain webinar Mon réseau Top Office.